Bien, après avoir parlé de Nicolas Sarkozy, arrêtons-nous un peu sur la campagne. J'aurais notamment voulu avoir votre avis sur la position de François Bayrou et sur sa prise de position en faveur de François Hollande. A-t-il finalement tué dans l'œuf toute possibilité de l'existence d'un centre fort en France? Je ne sais même pas s'il y a un œuf. Donc, non, je plaisante. Bayrou a fait 3 paris, il les a perdus tous les 3. Ce qui en politique est quand même extrêmement compliqué. Premier pari de Bayrou, pas illogique, en 2007, après avoir manqué de peu le deuxième tour, il se dit, le PS ne survivra pas à cette défaite. Après le 21 avril, perdre avec Ségolène qui n'avait été choisie que parce qu'elle était populaire dans les sondages et qu'elle devait gagner, ils ne s'en remettront pas. Par ailleurs, le PS va être dévoré par sa gauche, Besancenot à l'extérieur, Mélenchon à l'intérieur. Le PS va exploser, il va rester un demi-PS, un gros demi-PS qui correspond aux Deloriens et aux Strauss-Kahniens, c'est-à-dire la social-démocratie la plus raisonnable. Et moi, j'en serai le chef naturel. Exactement comme Mitterrand a pris le PS en 71 sans en être membre, en venant des clubs qui étaient une espèce d'appendice. Mais ils avaient un chef, Mitterrand, qui avait été candidat en 65, qui avait été face à De Gaulle au deuxième tour, et ils avaient pour eux le fait d'être nouveau et d'incarner quelque chose. Il s'est dit, je vais faire la même chose. Je vais être en 2007, 8, 9, le Mitterrand de 71 bis. Raté. Le PS n'explose pas, le congrès de Reims est sanglant, ça triche, ça se déchire, mais ça se termine avec Aubry, vraie patronne, et puis dans la nature, Strauss-Kahn, Royal, Hollande, et on sait ce qu'il en est advenu. L'extrême gauche, pendant ce temps-là, se divise, puisque Besancenot commet l'erreur intellectuelle de faire muter la Ligue communiste révolutionnaire, parti intellectuel, parisien, de très haut niveau universitaire, un parti qui est dans les livres. Il essaye de le faire muter en parti de masse des banlieues et d'aller vers les jeunes beurs, les jeunes de deuxième génération, en se disant on va leur offrir un parti de rébellion et de révolte. Ça rate. Ça rate d'ailleurs précisément le jour où une polémique éclate sur une candidate voilée au régional en PACA, dans le Vaucluse. Et là, l'ADN de la Ligue communiste révolutionnaire entre en révolte contre ces stratégies de Besancenot, et ça donne l'arrêt de Besancenot, Poutou et le score qu'on a vu. Et donc l'extrême gauche n'arrive pas à gangréner le PS de l'extérieur. Mélenchon ne prend pas le PS, il choisit une autre aventure, d'abord erratique et puis ensuite assez réussie. Et donc ce premier pari de Bayrou échoue. Deuxième pari de Bayrou, 2009, son livre anti-Sarkozy, Abus de pouvoir, magnifique livre, superbement écrit, profondément juste sur la psychologie de Sarkozy et sur ce qu'il est dans les institutions. À Paris Yasmina Reza, qu'il avait abordé dans son livre en 2007, personne n'a vu aussi finement cet enfant barbare, pour reprendre l'expression de Bayrou, qui était Sarkozy au pouvoir, qu'on a vu aussi un peu avec le livre de Catherine Ney, la domination de Sarkozy par Cécilia au début de son mandat. Ça, c'est le deuxième pari de Bayrou. La droite ne va pas supporter longtemps ce chef, elle va se chercher un autre chef, il n'y en a pas, ils viendront me chercher pour être le chef, puisqu'une partie du centre est dans l'UMP, le chef doux, modéré, raisonnable, laïque, si j'ose dire, après l'espèce de fou qu'est Sarkozy. Deuxième échec, personne au sein de l'UMP se dresse contre Sarkozy. Sarkozy dissuade ses rivaux, élimine ses ennemis, pas de Villepin, pas de Morin, pas de Borloo, pas de Juppé, pas de Fillon, c'est lui le chef. Et ça a failli marcher. Bayrou, c'est un de ses proches qui me l'a dit, quand il a vu Sarkozy démarrer sa campagne hyper à droite, a dit à son entourage, c'est bon, on a gagné. Il était monté de 7 à 14 avec le Made in France, et il s'est dit, là, je vais passer à 21-22, je vais dépasser Sarkozy, parce que les cadres de l'UMP, choqués par la dérive droitière, Buisson de Sarkozy, vont venir à moi, et l'électorat va suivre. Il y en a un qui a fait ça, c'est Douste Blazy. Les autres, ils n'ont pas moufté, ils sont restés derrière Sarkozy. Deuxième pari perdu de Bayrou. Troisième pari perdu, l'Union nationale. La gauche et la droite ont échoué depuis 30 ans, ça va se terminer par « il nous faut quelqu'un d'autre qui prenne les meilleurs de chaque camp ». Et ça n'a pas plus marché en 2007 qu'aujourd'hui. Alors l'avenir du centre, le centre peut exister. Il a encore des réseaux, il a dans le pays un vrai sentiment profond de l'électorat qui lui est attaché, mais pour ça, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord que l'UMP explose. C'est-à-dire qu'après les législatives, après le congrès d'octobre, on est 2 UMP. Vous pensez que c'est plausible? C'est possible. La tenue de l'UMP en termes de discipline militaire, après la courte défaite de Sarkozy et pour l'instant dans les législatives, laisse penser plutôt que l'UMP restera, mais que la guerre des chefs sera sanglante. Néanmoins, au congrès de Rennes, le PS a failli exploser. Au congrès de Reims, on n'a pas été loin. Il se peut que l'UMP vive le même genre de guerre civile.
Dans la perspective des primaires, si Copé est battu d'une courte tête par Fillon ou l'inverse, il peut y avoir une tentation sécessionniste au sein de l'UMP. Mais rien ne le garantit, et donc le centre est obligé d'attendre que ça se passe ailleurs que chez lui. Et si le centre se recrée, Raffarin s'en va de l'UMP, Morin aussi, les radicaux de Borloo quittent l'UMP, ils en ont marre, ils laissent l'UMP à sa dérive droitière, ils créent autre chose. Jamais ils n'accepteront Bayrou pour chef. Donc ils reproduiront une ancienne UDF sans chef naturel, et de nouveau ils se mettront à se battre. Ils n'accepteront pas Morin, Raffarin est sans doute trop âgé. Où est le chef de ce côté-là? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Et donc, ce n'est pas simple pour eux d'exister à ce moment-là hors de l'UMP. Dans ce cadre-là où un UMP serait affaibli, est-ce que l'hypothèse de Marine Le Pen de devenir la véritable opposition à un pays où la gauche a beaucoup de pouvoirs différents, est-ce que c'est quelque chose qui est plausible ou est-ce que c'est une volonté, un coup marketing de Marine Le Pen? Alors après les 3 paris de Bayrou, les 3 erreurs de Marine Le Pen. Première erreur de Marine Le Pen, au printemps 2011, elle a cru qu'avoir pris le FN, être une nouvelle image du FN, en changer le discours. À Tours, elle a cité De Gaulle, qui était honni par les anciens OAS, qui ont fait le succès de Tixier-Vignancourt en 1965, candidat à la présidentielle dont le directeur de campagne était Jean-Marie Le Pen. Et donc, d'un seul coup, allez hop, demi-tour, on est gaulliste. Ah bon. Elle a envoyé à la brocante tout l'attirail idéologique de son père, comme ça, en un discours. Elle s'est dit, ça y est, c'est fait, le FN a changé. Et non, le FN n'a pas changé, ni dans ses cadres, ni dans ses profondeurs. Deuxième erreur de Marine Le Pen, elle commence en 2012 son premier trimestre de campagne sur le thème l'euro, l'économie, sortir de l'euro, reconstruire. Elle n'est pas crédible. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas à l'aise, elle fond dans les sondages. Elle a été quasiment devant Sarkozy au cantonal 2011 dans les sondages. Et là, en février, elle descend, elle dégringole vite, distancée par Sarkozy et en passe d'être dépassée par Mélenchon. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'est pas crédible là-dessus. Ensuite, elle est mauvaise à la télévision. Elle se fait coincer par Anne-Sophie Lapix. C'est un des tournants de la campagne. Elle est hors jeu. Elle est hors de son jeu. Elle remonte après, quand elle reprend un discours anti-immigration, anti-islam, le discours de son père. Quand elle vient dire combien de Mohamed Merah dans les bateaux qui arrivent avec des clandestins du sud de la Méditerranée, elle fait du Jean-Marie Le Pen. D'abord parce que Mohamed Merah n'est pas arrivé comme ça, il est français, et ensuite parce qu'évidemment, elle tombe dans les clichés et la xénophobie la plus complète. Donc elle refait du Jean-Marie Le Pen, elle remonte. Et la femme qui n'osait pas débattre à la télé avec Jean-Luc Mélenchon comprend qu'il faut relever ses manches, être musclé, montrer ses dents et faire du Jean-Marie Le Pen. Donc la deuxième erreur qu'elle a corrigée in extremis, sinon je ne sais pas où elle aurait fini. Troisième erreur de Marine Le Pen, mais est-ce une erreur? On verra. C'est de penser que son score à la présidentielle va se transférer sur les législatives. Ça, c'est faire fi de l'abstention. Et qu'elle peut, ayant fait mieux que son père en score, 18%, ayant fait beaucoup mieux en voix, 6 400 000, alors que son père, au deuxième tour de 2002, n'a fait que 5,5 millions. Donc elle a un stock de voix, elle a un score, mais elle n'a pas eu cette onction, cette récompense d'avoir été au deuxième tour. En pensant qu'elle fait mieux que son père, elle est en train d'essayer d'abjurer le lepénisme pour faire adopter le marinisme. C'est le mot qui est utilisé par Collard et quelques autres dès le soir du premier tour. C'est le mot qu'elle reprend à partir du 1er mai. C'est le mot qu'elle veut essayer d'implanter dans les législatives pour pouvoir après changer le nom du parti. Et faire soit Rassemblement Bleu Marine, ce qui relève du folklore à mon avis le plus ridicule, ou bien un truc plus agressif pour la droite. Droite nouvelle, droite moderne, vraie droite, ce qui pourrait poser des problèmes à une UMP qui était majorité présidentielle, puis qui était mouvement populaire. Il n'y a plus de majorité, c'est plus présidentiel. Ils risquent d'être un peu sans mouvement et ils sont moyennement populaires. Donc là, elle peut poser un problème. Mais ce pari-là, qui derrière cache une stratégie qu'on appelle à l'italienne. Je tends la main, encore ce matin, elle a dit sur le terrain, il y a des UMP très bien, aidons-nous. Je tends la main, ils me la saisissent et je vais les dévorer. C'est pas sûr que ça marche. D'abord, il ne faut pas se planter aux législatives. S'il y a 60-61% de participation, la barre pour être au deuxième tour, elle est à 22-23, elle n'est pas à 18. Donc il peut y avoir un balayage des candidats FN. Ensuite, il faut que certains UMP franchissent le pas et disent chiche, je retire mon candidat là, mais tu retires le tien, et là, ça y est, les dix cèdent. Et puis il faut qu'après, au sein d'une droite se recomposant sans cordon sanitaire, elle soit la plus forte. Et moi, je ne suis pas sûr que s'il y avait un bout de l'UMP qui parte vers Marine Le Pen, ça ne lui pose pas plus de problèmes à elle, dans ce nouveau parti Marine Le Pen, que d'avantages. Donc ce pari-là, il n'est pas encore perdu, mais il est très risqué.
Enfin, il y a une dernière inconnue dans l'après-campagne, c'est l'avenir du Front de gauche, donc qui est une coalition de partis, le PCF et le Parti de gauche. Est-ce que vous pensez que son avenir dépend au final de la bataille Mélenchon-Le Pen à Hénin-Beaumont? Est-ce que si Mélenchon est battu à Hénin-Beaumont, le Front de gauche risque de disparaître? Le Front de gauche n'existe pas. Le Front de gauche, c'est un coup de génie d'une alliance tactique, provisoire et aléatoire entre un appareil encore efficace à défaut d'être puissant, le Parti communiste, mais un appareil sans candidat, et un candidat expérimenté, talentueux, formidable tribun, bête de scène, intelligent, d'une grande valeur humaine et émotionnelle, et néanmoins un peu fou, Jean-Luc Mélenchon, assis sur un particule qu'il a appelé parti de gauche, mais qui n'existe pas. C'est donc un corps sans tête et une tête sans corps. Et pendant quelques mois, la tête a été bien posée sur le bon corps. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé aussi parce que les sondages sont montés vite et que ça a évidemment calmé tout le monde. Quelque temps avant les 500 signatures, c'est une des dernières fois, c'est même la dernière fois que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, c'est le jour du fasciste parfumé. J'ai dit à Jean-Luc Mélenchon, au fait, les 500 signatures, bon, vous n'êtes pas inquiet, parce qu'il y a le PC, il y a le Parti communiste, donc pas de souci pour vous. Il m'a dit, quand même, ils me disent qu'il n'y a pas de souci, mais je me méfie. Donc je collecte les miennes. Donc vous aviez un Mélenchon qui collectait ses signatures et un Parti communiste qui collectait les signatures. C'est dire l'état de méfiance entre les deux. Et d'ailleurs, le jour J, quand ils sont allés déposer les signatures, ils étaient à deux, Pierre-Laurent et lui, chacun avec leur paquet. C'est seulement après que la mayonnaise prenant, on a eu l'impression que c'était une seule et même équipe. Non, c'est bien deux camps vraiment différents, voire opposés. Exemple, sur la participation au gouvernement après les législatives, Pierre-Laurent dit non mais, qui est presque un pourquoi pas, ça dépendra des positionnements de Hollande en politique économique et fiscale, donc de l'audit, et vous avez un Mélenchon qui dit non jamais. Donc on est quand même sur quelque chose qui est un peu chèvre et chou. Alors Hénin-Beaumont là-dedans, c'est un formidable kit ou double pour Mélenchon. Parce que le kit n'est pas vraiment kit et le double est plus que double. S'il gagne, non seulement il a battu Le Pen, il l'empêche d'être député, peut-être qu'il y aura 2-3 députés FN, mais ça ne sera pas la chef, donc c'est un problème pour elle. Il est le héros qui, après avoir échoué à la présidentielle, gagne la législative contre Le Pen. Donc il n'aura pas battu Le Pen au grattage, il l'aura battu au tirage, donc c'est pas mal. Et puis enfin, il est à l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est une tribune. S'il y a un groupe, à ce moment-là, Front de gauche ou PC élargi, toutes les semaines, du Mélenchon, c'est autre chose que Strasbourg quand même pour s'exprimer. Donc le double est plus que double. Et le kit n'est pas tout à fait kit parce que tout le monde dira, bon, c'était courageux d'y aller. Si c'est le socialiste qui est passé devant lui au premier tour et qui bat Marine Le Pen, on dira, bon, Mélenchon a participé de cette victoire de la gauche. Donc c'est rattrapable. C'est gênant pour lui quand même. C'est vraiment pilé à la présidentielle, battu à la législative, ça serait un peu beaucoup. Mais quand même, ça peut être un petit marqueur. Donc le vrai problème de Mélenchon, c'est, quel que soit son sort législatif, de continuer à exister pendant 5 ans, alors que le PC aura tendance à lui dire « Attends, maintenant c'est notre tour », qui s'est fâché avec les médias, donc il doit reconquérir une position médiatique qui ne peut pas être fondée que sur l'invective, et d'adhérer ou de susciter un 3e tour social ou un 5e tour social, un mouvement de rue, les étudiants, les ouvriers, les chômeurs, les indignés, dont personne ne sait quand ça peut advenir, si ça va advenir, et ce que ça pourrait devenir.